Donc rapidement, déjà pour vous présenter l'EMA, c'est une nouvelle structure du service, c'est l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie du 79. C'est des équipes qui sont mises en place dans tous les territoires de santé. Elles sont en train de se mettre en place là sur les 2 dernières années. Il y en a d'autres qui vont se créer avec pour objectif de promouvoir le bon usage des antibiotiques, de réduire la consommation d'antibiotiques, prévenir l'antibiorésistance, former les professionnels du territoire, notamment d'où la soirée de ce soir, pouvoir transmettre des informations tout simplement, et puis aussi pouvoir répondre à des demandes d'avis. C'est ce qu'on a mis en place notamment avec Amnidoc pour la médecine de ville, et puis aussi une présence au centre hospitalier Nord de Sèvres depuis le début de l'année 2024. Alors, cette équipe, c'est l'équipe médicale du service des maladies infectieuses. On a la joie d'avoir accueilli parmi nous une infirmière, Madame Ducrot-Pauline, qui est infirmière formée à l'antibiothérapie. Elle a fait un DU cette année à Rennes. Et puis, il y a des pharmaciens, microbiologistes, hygiénistes de l'hôpital qui participent également. Alors, vous voyez que sur la gauche, il y a un petit flash code. Je vous invite à le scanner. Il sera remis à la fin. En fait, il vous amène sur un lien qui est en lien avec la soirée. C'est un petit questionnaire très court qui est un travail de Pauline, notre infirmière, qui s'intéresse à la réévaluation des ECBU, et notamment des ECBU des patients qui passent aux urgences pour une infection urinaire qui sortent avec une antibiothérapie. On sait que ce n'est pas toujours simple de pouvoir réévaluer dans les 48-72 heures. C'est souvent une consigne qui est donnée aux patients. Et ça porte autour, là c'est un questionnaire qui est destiné aux médecins traitants pour savoir si ça vous arrive fréquemment, en gros, d'avoir à réévaluer ce genre d'antibiothérapie lors du passage aux urgences, et si vous rencontrez des difficultés, récupérer l'OCBU, etc. Voilà, vous verrez, c'est vraiment quelques minutes, c'est très vite fait, et ça aidera Pauline dans son travail. Je vous remercie d'y répondre. Alors aujourd'hui, donc on va parler en fait en 4 parties. D'une part, d'abord du diagnostic des infections urinaires et du bon usage de l'ECBU. Il y a des recommandations récentes qui sont sorties au niveau européen et il y a des nouveautés. Dans une deuxième partie, on parlera de la problématique des infections urinaires masculines et notamment de la prostate et de la prostatite. Vous verrez qu'il y a pas mal de nouveautés très récentes. On va parler des problèmes de résistance dans les infections urinaires, comment est-ce qu'on les prend en charge, et notamment en ville. Et puis on terminera par la problématique des infections urinaires basses récidivantes, quelque chose, je pense que vous êtes amené à voir de temps en temps, notamment chez des patientes, des femmes ménopausées. Alors il y a plusieurs références qui existent sur le sujet. Les recommandations françaises sur la prise en charge des infections urinaires communautaire, elle commence à dater un peu 2018. Et là, il y a des nouvelles recommandations qui viennent juste d'être présentées au JNI la semaine dernière, donc le Congrès national, qui ne sont pas encore publiées, mais bon, j'ai déjà des données à vous communiquer. Il y a les recommandations européennes d'urologie qui peuvent aider, et ces fameuses recommandations sur le CBU, mais bon, c'est très microbiologique quand même. Je vais essayer de vous en communiquer ce qui est le plus intéressant dans votre pratique. Alors, quelques généralités pour commencer. Vous le savez, dans les infections urinaires, le terrain, il est important. Il y a les infections urinaires qui sont simples et il y a les infections urinaires à risque de complications. Et donc déjà, le sexe masculin, c'est un facteur de risque de complications. Les âges extrêmes de la vie, le fait d'avoir une vessie neurologique, d'être diabétique, d'avoir des comorbidités, d'avoir une uropathie, ou une sonde urinaire, tout ça, ça définit les infections urinaires à risque de complications. Et donc, on parle encore, même si c'est peut-être amené à changer, d'infections urinaires simples, donc sans facteur de risque de complications. Et donc, on parle de cystite simple et pyélonéphrite simple, notamment la pyélonéphrite de la femme jeune, et également d'infections urinaires à risque de complications. Et là, les cystites à risque de complications, qu'on redéfinira après, les pyélonéphrites à risque de complications et les infections urinaires masculines qui, en tout cas, jusqu'à peu de temps, étaient considérées d'emblée comme à risque de complications. Et après,
dans les recommandations françaises qui dataient de 2018, on avait ce genre d'algorithme. Donc, quand on avait un patient, alors déjà, la question de la bactériurie, on va y revenir. Est-ce qu'il y a des symptômes? S'il n'y a pas de symptômes, c'est une colonisation urinaire. On verra que ça peut être assez fréquent. C'est ce qu'on appelle une bactériurie asymptomatique. Et donc, ça, on n'en fait pas grand cas, en fait, le plus souvent. S'il y a des symptômes, une infection urinaire, est-ce qu'on est dans le cadre d'une infection urinaire simple ou à risque de complications? Et puis ensuite, éventuellement, rechercher des éléments de gravité, de sepsis grave, qui doivent amener à une antibiothérapie urgente et à consulter aux urgences, ce qui n'est pas le plus fréquent, heureusement. Et puis, se poser la question, est-ce qu'il y a des facteurs de risque de résistance, et notamment de ces BLSE qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Alors voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur le bon usage de l'ECBU, alors les choses ont évolué depuis ce tableau du XVIIe siècle. On ne goûte plus les urines, heureusement. Il y a déjà des choses qu'on fait. Le fait déjà de ne pas faire de CBU en l'absence de symptômes, c'est quelque chose qui est recommandé depuis pas mal de temps. Il y a deux situations où on est amené quand même à pouvoir faire un ECBU sans symptômes. C'est la grossesse, vous le savez, et puis en cas de geste urologique invasif, un patient qui va avoir une cystoscopie, qui va avoir une montée de son de Gigi, ou un autre geste invasif, c'est vrai qu'on aime bien que les urines soient stériles. Et donc, si le CBU revient positif, on va encadrer le geste par une antibiothérapie ciblée. Et donc, le corollaire de tout ça, c'est que s'il y a une bactériurie asymptomatique, on ne traite pas, d'où l'absence de réaction de CBU, puisque si on ne va pas traiter, autant ne pas faire de dépistage, sauf dans les situations de grossesse ou de geste urologique invasif. Évidemment, le CBU doit être fait en milieu de jet. Alors ça, c'est quelque chose, tout le monde le sait. Il y a des études récentes qui montrent que dans des centres hospitaliers, dans près d'un cas sur deux, ce n'est pas forcément connu, cette recommandation par les AS, ou ce n'est pas forcément appliqué. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de progrès à faire. Et une notion importante aussi, on ne fait pas de CBU de contrôle systématique après un traitement pour vérifier que l'infection soit guérie. Ça ne rentre pas dans les critères de guérison. Donc tout ça, c'est des choses qui étaient déjà bien connues. Et donc dans ces recommandations qui ont été publiées en 2024, qui datent de 2023, alors ça porte sur les analyses urinaires au sens large. Il y a aussi toute la notion, toutes les analyses chimiques, mais il y a quand même un gros pan pour la microbiologie, et donc ils reviennent sur les indications de l'ECBU. Il y a une partie sur les modalités de recueil, les classifications des uropathogènes et l'interprétation de l'ECBU. Alors déjà, dans la cystite simple, il y a toujours la question de l'indication de l'ECBU. Et quand on est dans une situation d'une cystite simple, avec des symptômes cliniques qui sont vraiment évocateurs d'une cystite, chez une femme jeune ou qui n'a pas de critères de facteurs de risque de complications, dans ces cas-là, on peut se passer de l'ECBU et on peut envisager un traitement d'emblée. Ouais, donc ça, c'est une situation où, assez classique, l'ECBU n'est pas nécessaire pour la cystite simple. Quand on est dans une cystite à risque de complications, c'est une autre situation, et en général, quand même, on recommande de faire un ECBU, même si on n'est pas obligé d'attendre la documentation pour débuter un traitement, mais ça permet, s'il y a un problème de résistance ou d'échec du traitement, de pouvoir l'adapter. Alors, dans la cystite simple, en revanche, ce qu'on voit apparaître, c'est un score qui permet de... c'est un test diagnostique, en fait, mais basé sur un interrogatoire. Donc, c'est le score ACSS, qui est un score qui a été traduit. Je crois qu'à la base, c'est un score qui est ouzbek. Il a une très bonne sensibilité, spécificité pour diagnostiquer une cystite simple. Et donc, on s'intéresse essentiellement, il y a 4 parties, mais c'est les 2 premières parties qui sont intéressantes, et surtout la première partie, celle des symptômes typiques. Et donc, en gros, il y a 6 questions qui portent sur la recherche de polachyurie, d'urgenturie, les douleurs mucinelles, la sensation d'avoir une vidange incomplète de la vessie après avoir fini la miction, des douleurs dans le bas-ventre et éventuellement une hématurie macroscopique. Et puis ensuite, le patient va grader de 0 à 3. Et si on a un score qui est supérieur ou égal à 6,
c'est très, très en faveur d'une cystite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des symptômes différentiels qui, s'ils sont présents, doivent quand même faire envisager un autre diagnostic que celui de la cystite, notamment les douleurs lombaires, le fait d'avoir des leucorrhées, perte vaginale anormale, écoulement urétral pour l'homme ou la femme, et sensation fébrile avec la prise de température, puisqu'évidemment, lombalgie, fébrile, on va évoquer un autre diagnostic. Voilà. C'est surtout cette première partie qui est intéressante parce que ça permet vraiment de caractériser la cystite. Alors bon, on va dire que c'est quelque chose, c'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain, hein, c'est un peu ce qu'on fait quand on interroge ses patients, mais c'est sous forme d'un auto-questionnaire, ça peut être assez simple pour bien catégoriser le patient. Et donc, pour rappel, hein, les facteurs de risque de complications pour la cystite, c'est les facteurs de risque que je vous avais cités tout à l'heure. Et puis aussi, il y a une notion d'âge, un âge supérieur à 75 ans ou 65 ans avec 3 critères de fragilité de Fried qui sont résumés plus bas, perte de poids involontaire, vitesse de marche lente, faible endurance, fatigue, activité physique réduite. Bon, voilà. Et quand on est là-dedans, on sort de la cystite simple et donc on sort du cadre où on peut faire ce questionnaire, etc. Et là, on va plutôt sur le CBU et un traitement qu'on diffère ou pas en fonction de l'intensité des symptômes. D'ailleurs, ce qui est important dans le CBU, notamment, c'est la modalité de recueil. On verra que ça peut grandement impacter les résultats des analyses. L'idéal, c'est les urines du matin au réveil. Donc, après un décubitus de 8 heures, donc une incubation assez longue dans la vessie. Alors, c'est l'idéal, mais en pratique, on n'arrive pas à l'obtenir, puisque souvent, le patient, quand on lui demande d'aller faire son ECBU, il est déjà réveillé. L'alternative, c'est les deuxièmes urines du matin. Et donc, ça, c'est des urines du patient. Il va avoir fait sa miction matinale. Et puis ensuite, on lui dira la deuxième miction d'urine qui, idéalement, seront restées 4 heures dans la vessie. C'est le mieux. Mais en fait, en pratique, on est plutôt confronté à des urines recueillies au hasard, et notamment aux urgences. Et ça, c'est un risque de faux négatif parce que si votre patient il a un recueil d'urine et que la dernière miction remonte à 1 heure ou 2, le temps d'incubation dans la vessie des bactéries va avoir été beaucoup plus court et ça va affecter le comptage bactérien. Et on pourra trouver des bactéries qui sont en dessous du seuil significatif de quantification, tout simplement parce qu'on n'a pas eu un temps d'incubation assez long dans la vessie. Et donc ça, c'est des notions qui sont importantes à connaître parce que ça va impacter le rendu du résultat. Dans les autres choses qui vont être importantes, qui vont également impacter le rendu du résultat, c'est la notion d'antibiothérapie préalable. Et ça, c'est vraiment primordial parce que vous le savez, hein, il y a des seuils qu'on retient, en général 10 puissance 3 pour Escherichia coli chez l'homme et la femme. Staph saprophyticus, c'est pareil. Et pour les autres, c'est 10,3 chez la femme et 10,4 chez l'homme. L'inverse, 10,3 chez l'homme et 10,4 chez la femme, pardon. Il y a une étude en 2022 qui s'était intéressée à savoir en combien de temps, finalement, après une prise d'antibiotiques, est-ce qu'on va impacter les résultats de l'ECBU. Et donc, c'était des gens qui venaient dans un service d'urgence, à qui on faisait un ECBU parce qu'il y avait une symptomatologie urinaire, et ils recevaient un antibiotique. Et donc, c'était dans 91% des cas de la ceftriaxone, parce qu'on était sur des infections urinaires fébriles. Hein. Et ensuite, il y avait un premier recueil de miction, un deuxième recueil de miction, un troisième recueil de miction. C'était les mictions les mictions suivantes. Et puis, on regardait le résultat de l'ECBU, soit alors en prenant en compte la valeur du seuil, c'est-à-dire qu'on le rendait positif si on était au seuil réglementaire, ou bien sans tenir compte d'un seuil de 10 puissance 3 ou 10 puissance 4, c'est-à-dire que dès qu'on voyait des colonies, on rendait un résultat. Ça va très vite en fait, puisque pour les seuils standards, vous voyez que 3 heures après l'injection de la ceftriaxone,
dans un cas sur deux, déjà, on n'aurait pas rendu de résultat de CBU, puisqu'ils auraient peut-être trouvé des bactéries, mais en dessous du seuil standard pour rendre un résultat. Donc, si déjà la notion d'antibiothérapie préalable, elle n'a pas été précisée, le microbiologiste ne peut pas interpréter son résultat. S'il sait qu'il y a eu une antibiotique, il va rendre un résultat, même si c'est en dessous du seuil, en disant, bah oui, effectivement, il y a eu un antibiotique au préalable. Et même la présence de quelques colonies, donc infraseuil, dans un cas sur deux, à 6 heures de la prise de l'antibiotique, il n'y aura plus rien. Donc ça va très vite, et en 24 heures, le CBU, il est négativé. Et donc ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que nous, notamment des fois aux urgences, le patient, il n'arrive pas à uriner, on prescrit le CBU, l'antibiothérapie, et puis finalement, il n'a pas pissé, il va avoir un sondage minute aller-retour pour faire le recueil de CBU, et puis en fait, l'antibiotique, il aura été injecté 3 ou 4 heures avant, et si on ne fait pas gaffe, on va dire qu'il n'y avait pas d'infection urinaire, alors qu'en fait, il y en avait une, c'est juste que le CBU a été négativé. Donc, dans la pratique, ça, c'est vraiment une notion importante. Ça va très, très vite pour négativer un ECBU. Et donc, vraiment tout faire pour que les patients puissent aller faire leur analyse avant de débuter les antibiotiques. Dans les autres nouveautés, alors c'est en termes de classification, c'est-à-dire que les uropathogènes sont classifiés de 1 à 4. La classe 1, c'est des uropathogènes qui infectent un arbre urinaire normal. Et donc, l'agent numéro 1, c'est Escherichia coli, évidemment. Et puis le deuxième, c'est Staph saprophyticus, plutôt pour les cystites de la femme jeune. Et puis après, on va avoir les agents de la classe 2, c'est-à-dire que c'est des agents vraiment pathogènes, mais le plus souvent, quand il y a une infection urinaire, c'est parce qu'il y a un arbre urinaire anormal. Alors, soit c'est une uropathie, soit c'est une sonde à demeure, mais il y a souvent une anomalie. Et donc là, on va rentrer dans les autres entérobactéries, entérobactères, l'entérocoque, les Klebsiella, Proteus, le Pio, etc., etc. Et les nouveautés, c'est que vous voyez, là, c'est le carré en orange. Il y a 3 nouvelles espèces qui sont reconnues comme uropathogènes. C'est les Aerococcus, les Actinoctignum shaali et les Corynebacterium urealyticum. C'est des choses que vous verrez parfois dans des ECBU. Et donc, sachez que ce sont des agents uropathogènes. Et souvent, ça va être chez des patients qui vont avoir eu, par exemple, un geste urologique peu de temps avant. La classe 3, c'est des agents qui sont très douteux, qui sont le plus souvent colonisants, qui peuvent très rarement être responsables d'infections, notamment quand il y a eu des gestes, mais c'est vraiment exceptionnel. Et les agents de classe 4, c'est ce qu'on considère comme étant des contaminants. C'est principalement les staphylocoques à coagulase négative, les corynébactéries, Gardnerella vaginalis, là c'est qu'on n'était pas sur un premier jet, et des lactobacilles. Et donc, bon voilà, donc ça, les microbiologistes le prennent en compte, puisque aujourd'hui, l'interprétation de l'ECBU, elle est faite selon cet algorithme, alors qui est peut-être comme ça un peu compliqué à interpréter, mais en fait, c'est pas si compliqué. Donc, en gros, en premier, on regarde s'il y a une culture ou pas, une croissance de bactéries. S'il n'y en a pas, en gros, il n'y a pas le CBU est rendu négatif. Et s'il y en a, déjà le microbiologiste, il regarde s'il y a plus de 3 espèces, 3 ou plus, il le rend contaminé. Et dans ces cas-là, on demande de refaire un ECBU si la symptomatologie est évocatrice d'une infection urinaire. En revanche, s'il y a 1 ou 2 espèces, là, il va commencer à analyser. Et d'abord, il va regarder les espèces, est-ce qu'ils appartiennent à la classe 1, 2, 3 ou 4. Puis ensuite, il regarde s'il y a une leucocyturie. La zone, clairement, c'est supérieur à 30 par millimètre cube. Entre 10 et 30 par millimètre cube, ils peuvent quand même rendre un résultat. S'il n'y a pas de leucocyturie, là, ils vont rendre un résultat potentiellement, mais pas de la même façon. Par exemple, si vous avez un ECBU où on retrouve un Escherichia coli, qui est un agent uropathogène de classe 1 et qui a une leucocyturie, ils feront l'identification, ils feront l'antibiogramme et ils rendront, s'il y a plus de 10 puissance 3 UFC par ml, une interprétation 2 qui est l'organisme détecté est détecté avec un comptage de colonies significatif. L'infection urinaire est probable en cas de tableau clinique évocateur.
En revanche, pour le même ECBU, s'il n'y avait pas eu de leucocyturie, donc si on était à moins de 10 par millimètre cube, on aurait été en nègre, ils auraient juste rendu culture positive à Escherichia coli, ils n'auraient pas fait d'antibiogramme et ils auraient rendu l'organisme détecté peut possiblement être la cause d'une infection urinaire. Alors, attendez, excusez-moi. Tac. Ouais. Dans certaines situations cliniques, et notamment l'immunodéprimé. Pourquoi l'immunodéprimé? Parce que par exemple, un patient qui est sous chimiothérapie, qui va être en aplasie, en neutropénie, il n'aura pas de leucocyturie. Et c'est pour ça, c'est une notion qui est aussi très importante pour le microbiologiste, c'est de savoir si le patient est neutropénique. Malheureusement, ce n'est pas mentionné sur les ECBU le plus souvent sur les bons. Et c'est pour ça qu'il se laisse cette petite marge d'interprétation. Et vous voyez qu'en fonction du seuil, dans cette situation, dans un cas, ils vont faire l'antibiogramme, pas dans l'autre. Donc, bon, voilà. Donc, vous étonnez pas, les interprétations de CBU, on va dire qu'ils se mouillent, ça répond quand même à un algorithme de situation. Et par exemple, quand on va avoir un agent de classe 3 douteux, le plus souvent, ils vont rendre ou franchement, on n'y croit pas trop, mais dans certaines situations, ça peut quand même entraîner une infection urinaire. Et dans la situation où il n'y aura pas de leucocyturie, là, clairement, il y aura pas, le rendu sera l'organisme détecté n'est probablement pas responsable d'une infection urinaire. Donc voilà pour le petit point sur le CBU, parce que vous verrez que les rendus sont plus les mêmes depuis déjà quelques années, hein.